Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le mardi 5 mai. Dans l'actualité aujourd'hui, alerte à l'épidémie de varicelle. Le virus est particulièrement présent dans notre région. Cette maladie très contagieuse est souvent bénigne chez l'enfant, mais peut devenir dangereuse pour l'adulte. Le point dans ce journal. La maison natale de Georges Clemenceau devient un musée. Il ouvrira dans 2 ans, l'occasion de connaître encore un peu mieux ce Vendéen de Mouilleron-en-Parais qui est devenu l'un des symboles de la Première Guerre mondiale. J-10 avant les 4 jours en Chantonnay, l'heure est donc au débroussaillage pour les bénévoles. Des centaines de kilomètres sont à créer avant l'arrivée des milliers de randonneurs. La varicelle est donc de retour, comme chaque année, bien sûr, mais depuis 2 semaines, l'épidémie touche particulièrement notre région. 104 cas ont été détectés pour 100 000 habitants. C'est donc près de 4 000 personnes de notre région qui seraient concernées en ce moment par cette maladie virale. Vous découvrez d'ailleurs la carte du réseau de surveillance Sentinelle. Cette situation pourrait notamment s'expliquer avec les vacances qui ont entraîné une mobilité de la population. Alors précisons que la varicelle reste le plus souvent bénigne chez l'enfant, mais la vigilance est de mise. Le point avec Alix Lanos. Une légère fièvre, des boutons partout sur le corps, Jade a 15 mois et une belle varicelle. Jessica, sa maman, ne sait pas où elle a pu l'attraper, mais très contagieuse, la maladie peut se transmettre 2 jours avant même l'apparition des premiers symptômes. On en parle beaucoup en ce moment, donc du coup j'ai pensé que c'était une varicelle. Enfin mon premier a déjà eu une varicelle, donc je voyais un petit peu ce que c'était comme bouton, donc non, j'ai pas été très inquiète. Et puis le médecin m'a rassurée en me disant que il y avait pas de problème, c'était juste une varicelle qui va passer dans 3 semaines, il n'y aura plus rien. Et puis du coup, elle est très en forme. Après 10 à 20 jours d'incubation, des vésicules apparaissent, puis sèchent et finissent par laisser place à des croûtes. C'est le schéma classique de la varicelle. Pour éviter les démangeaisons, votre médecin pourra vous prescrire un antihistaminique, puis la maladie disparaîtra d'elle-même. Mais attention, dans 3% des cas environ, il peut y avoir des complications. Une fièvre excessive, un comportement inadapté de la personne qui a la varicelle ou une toux très importante et des difficultés respiratoires, il faut consulter là d'urgence parce que là on peut être dans les complications de la varicelle. 90% des enfants attrapent la varicelle avant l'âge de 12 ans. Chez l'adulte, elle est plus rare, mais aussi plus grave. On recommande donc aujourd'hui aux adultes exposés de se faire vacciner. Et pour ceux qui ne savent pas s'ils ont eu ou non la varicelle, une simple prise de sang suffit à donner la réponse. En politique à présent, on revient un instant sur la situation au Front National. Jean-Marie Le Pen vient d'être suspendu de son statut d'adhérent et pourrait bien perdre également son titre de président d'honneur. Sur ce point, les militants sont appelés à voter. C'est donc une guerre ouverte entre la fille et le père, la présidente et le cofondateur du FN. L'un des membres du parti en Vendée s'exprime sur le sujet. Pascal Souchard a notamment été candidat du Front National aux élections départementales sur le canton de la Châtaigneraie. On l'écoute. C'est une bonne décision. Elle a dû être dure à prendre par Marine Le Pen, puisqu'il y a une filiation père-fille. C'est pas facile. Et je me mets à sa place. Ça a dû être des moments, ça doit être des moments très chauds, très durs à vivre. Mais le vieux menhir ne veut pas s'écarter. Alors qu'à 87 ans, il est grand temps de prendre sa retraite politique. La Vendée se met au vert avec une nouvelle édition autour de l'éco-conduite. Il est baptisé le Vendée Electric Tour. Il a été présenté il y a quelques jours par ses organisateurs, le département et le SIDEV, le syndicat des énergies, les 5 et 6 juin prochains. Il y aura donc d'abord 2 rendez-vous, le salon de l'éco-conduite à Fontenay-le-Comte et la fête de la mobilité à La Roche-sur-Yon. Et surtout, le samedi, un rallye réunira 70 entreprises. Sur ces images, vous découvrez d'ailleurs la première édition qui s'est déroulée l'année dernière. Les conducteurs parcourront 160 km entre Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Une occasion pour les organisateurs de prouver que ce mode de transport est possible en Vendée, comme le confirme le président du CDV.
Le véhicule électrique est totalement adapté au mode de vie du Vendéen. Un Vendéen qui travaille à 30, maximum 40 km de son domicile. Nous avons, avec le véhicule électrique, la possibilité d'offrir un véhicule qui ne sera pas cher en termes de consommation. 2 € pour recharger sa batterie chaque jour pour faire plus d'une centaine de kilomètres. Aujourd'hui, donc, le syndicat départemental a souhaité disposer des infrastructures de charge sur la totalité du territoire départemental, justement pour faciliter le déplacement des Vendéens. Les constructeurs eux-mêmes le disent, eh bien, les ventes sont en train d'être boostées. C'est un grand projet qui prend forme. Un musée sur Georges Clemenceau ouvrira en effet en 2017, mais pas n'importe où, dans sa maison natale, à Mouilleron-en-Parais. Le projet a été présenté hier. Alors ce musée entrera dans la catégorie des musées nationaux, au même rang que le Louvre ou encore le château de Versailles. Et l'objectif est de permettre au public de découvrir qui était cet homme de l'histoire. Rappelons que Georges Clemenceau est celui qui a notamment signé l'armistice de la Première Guerre mondiale. C'est aussi celui qui est ensuite devenu président du Conseil, l'équivalent d'un Premier ministre aujourd'hui. On écoute 2 élus du Sud-Vendée au sujet de ce Vendéen qui a marqué l'histoire de France. Nous allons permettre d'optimiser, de découvrir, de redonner une vie à cette maison au cœur du bourg et ainsi vraiment affirmer, confirmer ce parcours Clemenceau et Delattre au cœur de la commune de Mouilleron-en-Parais. C'est bien pour les Vendéens, pour Mouilleron, pour le Sud-Vendée et pour j'allais dire, rendre hommage pleinement à ce qu'était Georges Clemenceau et ce qu'il a fait, j'allais dire, et je l'ai évoqué tout à l'heure, au tournant de 17, quand la guerre paraît à un moment donné à un point extrêmement difficile, eh bien Clemenceau a su redonner le moral aux Français et c'est peut-être une leçon qu'il faut aujourd'hui avoir à l'esprit. Et précisons que 2 autres musées sont déjà consacrés à Georges Clemenceau. En Vendée d'abord, à Saint-Vincent-sur-Jard, où le public peut découvrir sa maison de vacances. Et puis à Paris, où toute l'histoire du tigre, c'est son surnom, est retracée. On va retrouver les plus jeunes à présent, puisqu'on le dit souvent dans ce journal, l'école, c'est aussi le lieu de la découverte. Et cette fois, il s'agit de la découverte de l'art. Des élèves de CE2 participent à des ateliers en effet un peu particuliers. L'objectif est de laisser parler son imagination autour des aliments. Une première séance s'est déroulée autour de la cuisine. Cette fois, ils devaient mettre sur papier et en couleur leur travail. Reportage d'Anne-Lise Vinet. Bonbons, œufs, café, sirop de menthe et maïs, voilà la recette qu'Éléonore, 8 ans, a réalisée à l'école d'art. Ici, on appelle ça une tambouille. C'est un plat qui est pas bon, qui est mal présenté, qui est mal cuisiné. Dans cet atelier, ces élèves de CE2 réalisent des compositions visuelles à partir de leur tambouille. Un travail original autour de l'art et l'aliment qui suscite l'intérêt des professeurs. C'est vrai que dans nos écoles, on n'a pas toujours la possibilité déjà de consacrer beaucoup de temps aux arts. Ce n'est pas toujours facile. Le fait de s'inscrire dans ce projet, c'est s'engager justement avec les élèves sur un travail artistique et puis encore une fois un travail de qualité. Avec les indétrônables feuilles de papier et crayons de couleur, l'art ouvre aussi ses portes à la modernité avec un nouvel outil, la tablette numérique. Il y a l'excitation dans un premier temps de l'outil parce que certains n'ont pas touché encore à une tablette ou n'ont pas forcément eu l'autorisation dans leur foyer de le faire. Passer cette excitation, quand on arrive à se focaliser sur le travail et sur l'outil, en général les enfants sont assez réceptifs et pour peu qu'ils arrivent à se concentrer, le résultat arrive assez vite. Parfois, ils se surprennent à réaliser des choses qu'ils pensaient au premier abord très difficiles. Une véritable démarche éducative qui donne déjà des idées d'avenir professionnel pour Valentin. C'est quand même bien de faire des arts et d'être artiste d'une art qu'on verra peut-être dans des générations futures. L'objectif final du projet, produire un recueil de recettes pour petits chefs-d'œuvre indigestes.
On va parler à présent de ce rendez-vous incontournable pour tous les randonneurs, amateurs, passionnés et professionnels. Les 14, 15, 16 et 17 mai prochains, ce sont en effet les 4 jours en Chantonnay, un événement reconnu d'ailleurs au niveau international. Chaque jour, il y aura donc 5 nouveaux parcours de 8, 12, 21, 28 et 42 km. Les marcheurs découvriront donc la commune, mais également les villes voisines. Vous le voyez d'ailleurs sur la carte. Mais avant l'arrivée des milliers de promeneurs, il faut évidemment débroussailler les centaines de kilomètres. Samuel Grasset a donc retrouvé les équipes en plein travail, dans les fourrages bien sûr. Même la pluie ne les arrête pas. Dans ce sous-bois de la Jaudonnière, les bénévoles des 4 jours en Chantonnay avancent à la débroussailleuse et à la faux pour dessiner les futurs parcours de l'événement. Et le mauvais temps complique cette année leur travail. Certaines parties des parcours sont gorgées d'eau en raison des pluies de ces derniers jours et sont quasiment impraticables aujourd'hui. Vous avez vu un peu là? S'il n'avait pas plu, ce serait bien, mais on a de la chance quand même aujourd'hui parce qu'il ne pleut pas. Pour débroussailler, c'est l'idéal. Mais c'est les chemins, il va peut-être falloir choisir autre chose. Hein, parce que comme vous avez vu, les gens ils vont s'enliser. Et ça a raccourci ou ça a diminué le circuit? Ça change pas grand-chose en plus. Les tracés de ces parcours sont à l'étude depuis l'automne dernier, un travail de préparation bien en amont de l'événement, car les 4 jours en Chantonnay traversent des terrains privés sur environ un tiers des parcours. On commence à les préparer dès le mois d'octobre, novembre, on commence à tirer les grandes lignes, les secteurs qu'on doit faire, et après on voit la faisabilité en fonction des cartes IGN, des photos satellites et des propriétaires bien sûr qu'il faut contacter rapidement. Parce que sur une ligne comme ici, actuellement, il y a 7 propriétaires. Donc il faut les compter un par un. Si un refuse, il faut faire autre chose. Au total, 4 équipes de bénévoles comme celle-ci sont mobilisées pendant 2 jours pour préparer ces parcours. Les circuits seront ensuite balisés. Près de 300 bénévoles sont chargés de préparer l'accueil des marcheurs pendant 4 jours. On espère faire comme l'année dernière, plus de 7000 marcheurs. Maintenant, tout ça, ça dépend du temps. Le matin, on se lève, il fait bon, on y va. Et s'il pleut, on reste à la maison, on reste se coucher. Voilà. C'est un peu ça, les 4 jours de Chantonnay. Et puis, il y a les étrangers qui sont là. Alors qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, tout le monde est là. Hein. Des marcheurs venus d'une vingtaine de pays d'Europe, mais aussi du Japon, de Chine, sont attendus. Des marcheurs qui seront sur les sentiers de Chantonnay dès 7 h du matin pour avaler entre 8 et 40 km par jour. On prend le large à présent en direction les îles Canaries. C'est là-bas que l'Hermione a fait sa première escale. Rappelez-vous, ce bateau de 65 mètres a quitté le port de La Rochelle le 18 avril. C'est la réplique exacte de la frégate du marquis Lafayette quand celui-ci est allé apporter son soutien aux Américains durant la guerre d'indépendance. 3 siècles plus tard, l'Hermione 2 est donc sur les mers avec à son bord près de 80 marins, dont Dominique Groissart. Ce Vendéen de l'Île-Dieu est d'ailleurs l'un des seuls professionnels à bord. À l'occasion de cette escale, nous l'avons joint par téléphone. Il nous raconte ses premières semaines en mer. Ça manquait un petit peu de vent. On fait quand même, à peu près la moitié au moteur pour quand même être à la date prévue aux Canaries. Dans les nuits un peu plus mouvementées, avec un petit peu de houle, de 3 mètres de houle, il y a eu quelques petits malades, mais bon, rien de grave. Hein, c'est dans le grain qu'on voit le marin, et ça se forme. Souvent les petits vomis, c'est partie du métier. Hein. Et généralement, ça passe très vite et la bonne humeur est là aussi pour faire tout ce qu'il y a autour. Et donc le bateau est prêt, parce qu'on a fait quelques modifications pendant l'escale aux Canaries. Et donc tout le monde est prêt et a hâte de partir aussi. Hein. Et l'Hermione quittera les Canaries demain. Ensuite, cap sur l'Amérique avec de nombreuses escales prévues avant de revenir en France en août prochain. Et avant le retour de l'Hermione, on va jeter l'ancre au Sables d'Olonne pour découvrir la ville au fil des jours et des mois de l'année. En effet, un historien et un photographe ont uni leurs talents pour un projet original. Ici, la visite se fait au travers des pages. Cyril Guillet a rencontré les 2 auteurs au Sables d'Olonne, bien sûr. Hervé Retureau et Antoine Tatin sont les auteurs du livre Les Sables d'Olonne 365 jours. Sorti chez Geste Éditions, cet ouvrage transporte le lecteur dans le dédale des ruelles sablaises et chaumoises à la découverte de lieux insolites ou de personnages qui façonnent ou ont façonné ce territoire. Comme ici sur la place Sainte-Anne, située à la Chaume, avec cette peinture de Manfred Landreau.
qu'il y a quand même d'intéressant sur cette fresque, c'est que les personnages qui sont peints ont réellement existé ou existent encore. Donc ce sont tous d'anciens marins qui effectivement ont été croqués par Manfred Landreau. Et puis on retrouve la seule femme sur cette partie-là de la fresque, Eliane, que l'on connaît effectivement à la Chaume, sous le surnom de la Crabotte, qui était serveuse dans les cafés autrefois et puis qui représente cette âme chaumoise, on peut dire. Dans cet album photographique, chaque jour de l'année est illustré par une photo accompagnée d'une citation d'auteur et d'une légende. Un travail conséquent qui a pour but de montrer le bassin des Olonnes sous un prisme souvent méconnu du grand public. Il a fallu arpenter les rues, il a fallu découvrir, frapper à des portes d'entreprises, rencontrer des gens. C'est un livre qui se veut finalement une découverte de la ville, mais aussi une découverte de la vie sablaise. À l'image de Christine installée sur le port avec sa roulotte, qui a été immortalisée dans cet ouvrage avec ses fish and chips, une figure locale qui n'a pas échappé à l'œil du photographe Antoine Tatin. C'est ça qui va beaucoup plus dans ce projet, à savoir montrer une ville en mouvement, une ville en train de se faire en 2015. Et donc moi, comme photographe, j'ai essayé de privilégier cette approche-là en optant pour des angles qui soient dynamiques, en faisant des portraits et en essayant de me démarquer un petit peu des photos qu'on voit généralement sur les sables. Ainsi, le bassin d'Olonne se livre au fil des saisons. Bien loin des manuels d'histoire, ces deux auteurs souhaitent avant tout partager leur amour pour leur pays et les habitants qui le font vivre. Et pour finir, un point sur le temps prévu pour demain et le vent sera encore bien présent. Aujourd'hui, il a d'ailleurs soufflé jusqu'à 77 km/h à La Roche-sur-Yon. Demain, il pourrait être un peu moins fort, mais de nombreuses rafales sont encore annoncées. Les nuages se partageront le ciel avec les éclaircies. Quant aux températures, elles ne dépasseront pas les 16 degrés. Dans un instant, Armelle Pavageau vous en dit plus dans la météo complète. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain.